J'ai une question pour vous, dans le genre exercice gratuit de la pensée et de la spéculation. Si vous aviez eu le choix, dans quelle décade auriez-vous voulu grandir? Moi, perso, j'aurais bien aimé être jeune dans les années 50, en France. Tant à cette époque-là, me semble qu'était alors conjoint l'optimisme pour un futur qui à bon droit pouvait apparaître meilleur, et l'attachement à un passé traditionnel qui n'était pas encore révolu. Le jazz et le saucisson, l'automobile et le givre sur les vitres le matin en hiver. Ou bien j'aurais bien aimé aussi être en Allemagne dans les années 30, ou bien en Union soviétique pendant ces mêmes années 30. Bah oui, comme ça, par curiosité, juste pour voir, juste pour y être, ça devait être bien intéressant, non? Ou alors pendant la Régence en France, début 18e, ou sous un Louis de France, quel que soit son numéro, pendant la Fronde, sous la Révolution industrielle, en fait, peu importe, tant les époques se valent en fait et se ressemblent sous ce rapport qu'il faut y faire son trou. Et si je voulais employer une métaphore un tantinet plus élégante, je dirais qu'il faut savoir en faire son miel. Tant il est vrai que la culture, c'est de la miel. Alors si vous voulez mon bon conseil, gardez-vous-en, au moins un petit peu. Quant à moi, Oscar Galapagos, j'ai été jeune pendant les années 80. Eh oui, parfaitement. C'est pendant cette période que mon développement cérébral est devenu suffisamment mûr pour pouvoir manipuler non plus seulement les sensations, les émotions, mais également les causalités logiques quant à une série très variée de phénomènes. Alors je n'avais au départ qu'une maîtrise assez approximative et aléatoire de ces chaînons logiques. Et je n'ai longtemps fait que comme tout le monde, c'est-à-dire mettre bout à bout une série d'éléments hétéroclites pour conclure par CQFD. Et ceci parce que j'entendais répéter partout qu'en mettant bout à bout cette série d'éléments hétéroclites et en concluant CQFD, on pouvait se faire de nombreux potes, surtout de gauche. C'était la grande époque de la gauche sociétale. SOS racisme, touche pas à mon pote et tout le tremblement. Alors, je n'avais pas idée à l'époque que c'était là une manœuvre de diversion savamment pilotée pour faire passer la pilule de la conversion aux joies du libéralisme économique, et pour faire passer ceux qui étaient trahis, le petit peuple français de souche, pour des gros connards de racistes, en se servant de ces gentils immigrés qui resteraient gentils tant qu'ils accepteraient de jouer ce rôle, d'ailleurs, qu'on leur avait taillé sur mesure de victimes de ces gros connards de racistes français de souche qui, eux, trahis, passaient rapidement à cette époque-là au Front National. Alors, que ces gentils immigrés, de leur côté, en vinssent à s'aviser d'être autre chose que de gentils immigrés, victimes de l'ignoble et imbécile racisme, comme par exemple des musulmans un peu plus conséquents avec la lettre du texte, et c'en était immédiatement fini avec cette pièce de théâtre pour débiles mentaux, là. SOS racisme et tout le tremblement, foutez-moi tout ça en l'air. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore moyen de foutre tout ça en l'air. La stupidité d'une époque se caractérise par le fait qu'elle est omniprésente. Elle est invasive, elle est persuasive, elle est contraignante, elle est comminatoire, elle est obligatoire, elle est totalitaire. Et elle ne vous lâche que lorsqu'on lui fait allégeance. Alors moi, Oscar Galapagos, je n'étais pas encore à cette époque le résistant que je suis devenu. Et je lui ai donc fait allégeance à cette stupidité totalitaire. L'antiracisme, oui, moi, j'ai gobé. Alors je ne veux pas dire par là que je faisais de l'activisme avec les guignols et un badge « touche pas à mon pote » sur le pectoral. J'étais peut-être pas encore un résistant, mais j'étais pas non plus un demeuré. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'antiracisme, j'ai sincèrement essayé de comprendre ce que c'était que ce truc et pourquoi c'était bien, puisque tout le monde semblait dire que c'était bien, ce qui, mine de rien, te plaçait aussi en position de passer dans le camp du mal au cas où tu ne trouverais pas ça aussi bien que tout le monde. Bon, enfin bref. Émulation des idiots, compétition des mots d'ordre et des arcs réflexes, la tyrannie de la bien-pensance, déjà. Et déjà, il y a cet implicite dans l'antiracisme qu'il est second par rapport au racisme. Il vient comme un pansement qui guérit ou un remède qui soigne. Le point essentiel à considérer est donc qu'il ne s'agit pas d'éradiquer le racisme, mais de le punir.
Le racisme, c'est une disposition humaine archaïque, on va dire, que nous portons tous au fond de nous, qui peut se réveiller avec la violence que l'on sait à la faveur de circonstances particulières, et qu'il convient donc, pour l'antiracisme, de garder sous surveillance rapprochée, en lui administrant des sédatifs à forte dose. En termes psychologiques ou neurophysiologiques, on pourrait appeler ça une espèce de boucle inhibitrice. Lorsque le racisme se réveille, il met en marche l'antiracisme, qui, se mettant lui-même en marche, a pour effet d'endormir sa causalité, c'est-à-dire le racisme. L'antiracisme a donc besoin du racisme pour exister. C'est là un des vices de sa vertu. Mais il y a bien aussi, il faut être honnête, des vertus dans ce vice. Ben oui, parce que lorsqu'à partir du XVIe siècle, les peuples européens se lancèrent à la découverte du monde pour le subjuguer, ils rencontrèrent tout un tas d'autres peuples, une espèce de diversité, pour employer un mot très à la mode aujourd'hui, foisonnante de richesses, de surprises, et qui aiguisa bien des curiosités chez les lettrés, chez les artistes, ainsi que chez l'homme du commun. Et ces autres peuples entrèrent en relation avec les Européens d'une manière dissymétrique. Moins bien pourvus en gadgets technologiques et en inventions utiles, ils durent leur faire allégeance comme des sujets à leur suzerain. Dans le cas de l'Afrique noire, sous la contrainte de circonstances particulières, historiques, c'est en tant qu'esclaves qu'ils furent priés de faire allégeance. Leçon à méditer au passage, ici 5 minutes, comme on mâchonne un petit bâton de réglisse. Ce n'est pas le racisme qui crée la volonté de dominer, c'est bien plutôt la domination qui crée le racisme pour la justifier et la fonder en loi naturelle. Le racisme est donc une production, un produit de culture aussi. Et dans le cas de la civilisation européenne, le produit d'une culture qui simultanément a produit l'idéologie de l'égalitarisme et le concept d'humanité. Alors il va sans dire que la coexistence de ces deux produits de culture antagonistes ne va pas sans poser quelques petits problèmes de cohérence. La culture, c'est certes de la miel, mais c'est aussi parfois un sacré bordel, si vous voulez bien motoriser cette licence poétique. L'antiracisme, pris sérieusement, a donc eu cette vertu pour le jeune Oscar Galapagos, que je fus dans les années 80, de me mettre sur la piste des généalogies profondes, où je devais faire plus d'une trouvaille et amasser plus d'un trésor. Alors de façon un peu plus superficielle, mais aussi comment résister au plaisir extrême d'être superficiel, cette idéologie touche pas à mon pote a eu pour effet d'attirer mon regard et de l'aiguiser sur ses promoteurs et ses prosélytes, cette gauche socialo-satisfaite de l'époque qui est restée la même pendant encore plus de 30 ans avant sa toute récente implosion. Alors discuter avec ces passeurs de mots d'ordre, qui sont aussi de braves moralisateurs, est tout à fait instructif de l'empire qu'une idéologie, même frustre et simpliste, peut prendre sur ceux qui se placent sous son empire. Pas de pensée chez ces sectateurs, mais des adhésions qu'ils nomment valeurs. Et l'immigré, le beurre des années 80, n'aura servi que de faire valoir. Tant qu'il s'est cantonné au rôle de la victime de laquelle on vole au secours, pas de problème, tout allait bien. Mais lorsqu'il s'est transformé en autre chose, lorsqu'il a voulu exister pour lui-même, sous une forme autre, différente, choisie par lui, et donc forcément peu en accord avec ce rôle caricatural qu'on lui avait réservé, à quoi on l'avait réduit, alors là, problème. On l'a d'abord ignoré, de toute façon il vivait en banlieue, et puis on l'a stigmatisé ensuite, et puis parfois même diabolisé, enfin c'était plus trop notre pote, quoi. Et de là à conclure qu'on en revenait au racisme, au beau vieux racisme de la gauche Jules Ferry, après avoir soufflé si fort dans les trompettes de l'antiracisme, il n'y a qu'un pas. Et le problème est là avec cette gauche sociétale, c'est qu'elle est incapable d'aborder le problème de la différence autrement qu'en supposant d'emblée la ressemblance. Elle est incapable de conceptualiser l'altérité autrement qu'en ayant recours à l'égalité. Elle est incapable de penser la distance autrement qu'en termes de contiguïté. Le problème avec cette gauche sociétale est qu'elle est tout simplement incapable. Que sa pensée est un simulacre, un pauvre agencement de bons sentiments qui mène à l'aporie et à la reconduction de l'aporie. Et pour ceux qui sont aux manettes, pour ceux qui tirent les ficelles, c'est du pain béni d'avoir une population comme ça. Oui, tous ces idiots qui se tendent des miroirs et qui se trouvent très fins, tous ces ignorants qui se croient cultivés, toute cette virulence sous le masque des bons sentiments, et plus que tout, toute cette obscure culpabilité d'exister, oui.
c'est vraiment du pain béni.